Alors bonjour à toutes et à tous, je suis ravie et honorée d'ouvrir cet événement qui me tient particulièrement à cœur. Comme disait Simone de Beauvoir, on ne naît pas femme, on le devient. Alors aujourd'hui, nous sommes ici non seulement pour parler des femmes, mais aussi de transformation, de leadership et de diversité. Dans un secteur qui ne cesse de se réinventer, les paiements sont évidemment en constante mutation et évolution, et il en va de même grâce à toutes ces femmes que vous êtes dans notre écosystème. Alors c'est dans cet état d'esprit qu'aujourd'hui nous nous retrouvons toutes et tous pour pouvoir justement se retrouver à l'initiative du France Payment Forum, que je remercie. Et notamment, je tiens à remercier Hervé Citruc qui est avec nous à distance. Bonsoir Hervé, si tu nous entends. Et que je salue grandement et que je remercie notamment pour son engagement et celui du France Payment Forum qui permet notamment de structurer des réflexions stratégiques pan-européennes, mais aussi de permettre ce genre d'événement entre femmes et hommes, bien sûr, je ne vous oublie pas. Alors, je suis Sophia Briouel, pour ceux qui me connaissent. Sophia Briouel, Head of Sales au sein de Galit by Soprasteria. Galit est un membre actif du France Payment Forum et il soutient évidemment ce type d'initiative, notamment parce que la diversité est importante. Elle permet notamment d'avoir des talents divers et notamment de se transformer. Alors, il y a quelques années, pour ceux qui le savent, j'étais présidente de l'Association du paiement, une association du paiement qui, pendant 30 ans, n'avait pas de femmes, ni au board, ni même en tant que membre actif. Et quand je suis devenue présidente en 2022, eh bien, c'était un moment fort, parce que après 30 ans d'organisation très masculine, un peu de douceur dans un monde de brutes, ça ne fait pas de mal. Alors évidemment, cette dynamique se poursuit. Elle se poursuit notamment grâce à vous, grâce aussi à des initiatives comme le EWPF, toutes ces femmes qui œuvrent au quotidien dans notre écosystème, mais pas que. Il y a d'autres initiatives, il y a d'autres manières de contribuer. Nos invités ici présentes auront probablement, certainement, l'occasion de partager leur regard sur ces évolutions et peut-être des initiatives comme The Circle, que Laetitia aura probablement le plaisir de nous faire part. Alors bien sûr, nous avons encore du chemin à parcourir. On parle souvent dans notre métier de réglementation, de DSP2, de technologie, d'innovation. Mais aucune de ces avancées ne peut exister sans celles et ceux qui les portent et qui les incarnent. Parce qu'un secteur qui évolue, c'est un secteur qui sait s'enrichir de perspectives multiples. Et soyons honnêtes, plus il y a de diversité et plus les discussions deviennent intéressantes, voire enrichissantes. Alors sachez que chez Soprasteria, nous avons cette conviction. Soprasteria, c'est plus de 55 000 collaborateurs dans 30 pays. Soprasteria, c'est également un index d'égalité hommes-femmes en 2025 qui est de 89 points sur 100. Tout ça pour vous dire que ça reflète aussi les efforts de notre groupe en matière d'égalité. C'est aussi 33% de femmes dans le groupe, un chiffre qui est en progression et qui va encore évoluer. Et c'est environ 22% de femmes à des postes stratégiques et notamment de management. Et enfin, c'est 30% de femmes au COMEX. Donc voilà, finalement, au-delà de tous ces chiffres, c'est un véritable changement de culture qui est en cours. La diversité ne doit plus être un objectif lointain, mais une évidence intégrée finalement dans notre quotidien. Nous sommes à un tournant, on le sait, dans notre métier. Les banques évoluent, les régulateurs anticipent, les fintechs disruptent. Alors les femmes et les hommes de la nouvelle génération challengent le modèle actuel. Finalement, le paiement n'est plus qu'un simple rouage du système financier, mais une brique essentielle à l'économie mondiale. Alors dans ce contexte, la diversité, l'inclusion, le leadership, ce ne sont plus des tendances, mais ce sont vraiment des conditions de succès. Alors, quelles sont les prochaines étapes? Comment pouvons-nous aller encore plus loin? Eh bien, c'est précisément ce que nous allons aborder toutes et tous ensemble au travers de ces deux tables rondes. Alors, avant cela, bien sûr, je tiens à remercier Hélène Roisin et Fanny Rodriguez. Vous êtes toutes les deux membres actifs du France Payment Forum et vous allez animer la première table ronde qui est donc le parcours des femmes clés dans les paiements.
Et depuis 2025, c'est vous qui pilotez le groupe de travail EWPF. Et un grand merci également à Émilie, ainsi que Nadia Domecq, pour l'animation que vous prendrez le relais d'ailleurs de la seconde table ronde. Et vous aussi, vous êtes membre du France Payment Forum. Et bien sûr, je remercie chaleureusement Emmanuelle Marie, qui n'est pas présente avec nous aujourd'hui, qui est directrice des services financiers de Soprasteria, qui nous accueille dans cette belle salle, et ainsi que à Anne, qui est juste derrière et que je salue aussi. Merci de nous avoir permis d'être dans cette belle salle, le Next, parce que c'est un lieu qui incarne parfaitement ce dont nous allons parler aujourd'hui. Diversité, avenir, transformation et innovation. Alors, il est temps pour moi de démarrer cette première table ronde. Mais avant cela, j'aimerais effectivement accueillir Madame Emmanuelle Assouan, que j'invite à me rejoindre ici sur scène. Alors, Emmanuelle Assouan, directrice générale de la stabilité financière et présidente du Centre sur le changement climatique. Emmanuelle, votre parcours est impressionnant. Il est presque même intimidant, je dirais. Alors, avec plus de 25 ans d'expérience, vous avez occupé des postes clés: la stabilité financière, les paiements et les infrastructures de marché, la gestion des réserves de change et la politique monétaire. Alors, une expertise qui fait une figure incontournable du secteur. Alors aujourd'hui, vous nous faites l'honneur d'ouvrir ces deux tables rondes et on vous en remercie. On a besoin effectivement d'avoir votre vision sur l'évolution des paiements, mais aussi de la place des femmes dans le secteur des paiements. Merci encore. Merci beaucoup, Sophia, et merci de m'accueillir ici. Je suis très honorée d'avoir l'occasion de me présenter à vous et de partager quelques considérations qui sont celles de la Banque de France, au-delà des miennes, même s'il y aura forcément des perspectives un petit peu personnelles sur les paiements, les enjeux associés à la monnaie et à l'ensemble de nos activités. Alors, Sophia, j'entends parcours personnel, la Banque de France et les femmes. Peut-être pour commencer, donc je suis directrice générale à la Banque de France. Il y a un certain nombre de directeurs généraux. On est grosso modo une dizaine qui rapportent au gouvernement de la banque. Vous savez, il y a un gouverneur que vous connaissez toutes et tous, François Villeroy de Galhau, Denis Baux, qui a été un assidu qui reste un grand expert des paiements et du monde des infrastructures de marché, et qui est le premier sous-gouverneur, et puis Agnès Benassi-Kéré, qui est la seconde sous-gouverneure, qui est plus en charge des aspects internationaux et économiques. Et l'ensemble de ces directeurs généraux de ce gouvernement de la banque, ça forme ce qu'on appelle notre comité de direction, et qui est à 40% constitué de femmes. C'était pas du tout le cas il y a encore 10 ans, où on avait un petit 15%, puisqu'il y avait une femme, ou presque. Non, j'exagère à peine, mais c'était plutôt 15%. Et donc, là, on n'est pas exactement à la parité, mais presque, avec des fonctions aussi importantes que la supervision bancaire et des assurances, qui est confiée à Nathalie Auffauvre, et qui a aussi assidûment fréquenté pendant 5 ans, entre 2017 et 2023, les paiements, et l'informatique de notre banque, qui est aussi confiée à Valérie Fascal, qui est aussi passée dans ce beau métier des paiements pendant très longtemps, et le contrôle général confié aussi à une femme, Nathalie Bonnemoulin. Et voilà, et c'est des considérations qui sont importantes pour le gouvernement de la banque et pour le bon équilibre de notre institution et de nos mandats. Alors, à la banque, la direction générale dont je m'occupe, celle de la stabilité financière et des opérations, c'est une direction générale qui est articulée autour du métier de banquier, du banquier de l'État, puisqu'on tient les comptes de l'État, du Trésor français, le compte unique du Trésor. Et c'est mon lien le plus direct en ce moment avec le monde des paiements, du paiement de détail, puisque ce compte voit passer à peu près 30, je parle sous contrôle de Stet ici présent, mais à peu près 30% des paiements de détail en France, compte tenu de notre empreinte en termes de services publics et
de maîtrise publique. C'est une activité qui est la nôtre associée au paiement interbancaire de gros, et je vais m'attacher plus particulièrement à cet aspect-là, puisque nous tenons les comptes des banques qui sont une contrepartie de politique monétaire. Donc nous opérons Target 2 et nous tenons les comptes des banques commerciales. Nous tenons et opérons Target 2 Securities pour la partie française également, et nous surveillons toutes les infrastructures de marché, dont les systèmes de paiement. Et voilà, on a de très bonnes relations avec nos différents, non pas assujettis, mais institutions supervisées. Au-delà de ça, on a toute une activité de marché, parce que c'est la politique monétaire que nous mettons en œuvre au titre du crédit que nous avons historiquement accordé aux contreparties de politique monétaire pour la mise en œuvre de la politique monétaire. Et donc c'est toute une activité associée à ceci, on va dire le créancier de politique monétaire des banques commerciales, des contreparties de politique monétaire, mais aussi une gestion d'actifs à travers la gestion des réserves de change qui est la nôtre. Et des achats de titres qui ont été assez colossaux pendant quelques années, depuis 2014 et jusqu'en 2023-2024, au titre de la politique monétaire non conventionnelle, puisque nous avons été à un certain moment détenteurs de 20% de la dette française souveraine au titre du quantitative easing, et donc ça se passait aussi dans la salle des marchés de la Banque de France. Enfin, un dernier point que je voudrais mentionner, c'est la stabilité financière qui a été mise en place assez tardivement au moment de la grande crise financière de 2007, 2008, etc. Pour s'assurer que tous les moyens dont le contexte de stabilité financière qui doit être le nôtre pour mettre en œuvre la politique monétaire, pour opérer dans de bonnes conditions, le contexte, les conditions, les prérequis sont bien réunis, et ça c'est via une surveillance que nous opérons dans le cadre des travaux de stabilité financière, en lien bien entendu avec l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution en charge de la supervision des banques et des assurances, mais aussi au titre des marchés, des différents éléments transversaux. Et à ce titre-là, une des grandes innovations et un rôle particulier de la Banque de France, et Sophia le mentionnait, nous tenons le secrétariat mondial global du NGFS, qui est le réseau des banques centrales et des superviseurs pour le verdissement du système financier, qui a été mis en place en 2017 et qui fédère maintenant 160 membres. Et ça, c'est une mission toute particulière qui est associée aux risques que nous avons a vocation à juguler au titre de la stabilité financière et de la stabilité monétaire, et qui pourrait advenir en fonction des risques associés au risque de transition et au risque physique du climat. Merci beaucoup Emmanuel. Alors, en dehors effectivement de vos missions quotidiennes, quels sont vos nouveaux enjeux, notamment sur les technologies comme l'euro digital ou encore la tokenisation par exemple? Alors merci beaucoup Sophia. Alors peut-être pour faire un focus, un point de focalisation sur les sujets qui sont plus de l'ordre de la monnaie, de l'actif de règlement ou du paiement. On a ce qui est très intéressant. Je vous donne une perspective un peu historique. Je pense qu'avant 2015, avant 2016, on ne s'interrogeait plus sur la monnaie. La monnaie en tant que telle, qu'est-ce que c'est? Qui l'émet? Qui a vocation à l'émettre? Pourquoi est-ce qu'il y a de la monnaie? Pourquoi est-ce que c'est la banque centrale qui est le dépositaire de confiance ultime de la monnaie? C'était un sujet qui n'était pas abordé depuis des lustres, des décennies, puisque c'était un acquis sans contestation. Et puis avec le développement et la montée en puissance des cryptoactifs, d'une forme de contestation de qui doit être l'émetteur de la monnaie, qui doit être l'étalon, eh bien, on a eu un besoin de revisiter nos fondamentaux. Mais réellement, à ce moment-là, on a revisité les fondamentaux presque économiques associés à la monnaie. On est venu presque au texte
antique pour se remettre en... Parce qu'on était un petit peu déstabilisé par finalement des arguments qui pouvaient être bons et puis d'autres qui étaient absolument pas pertinents et puis une réalité qui n'était pas du tout associée aux cryptoactifs. Et à partir de ce moment-là, on a eu une réflexion et à laquelle vous avez tous beaucoup participé à un titre ou à un autre sur eh bien la monnaie. En fait, c'est quelque chose qui appartient et qui fait beaucoup de notre souveraineté, qui fait beaucoup de notre autonomie et qui est absolument essentiel pour l'ensemble des missions, en tout cas du point de vue d'une banque centrale qui est la nôtre, au titre de la stabilité monétaire, et bien entendu au titre de la stabilité financière. Et on a commencé à avoir une réflexion à l'époque au titre de l'autonomie qui est passée par les paiements et qui arrive maintenant à maturité avec EPI, avec Wero, avec un certain nombre de réflexions et de concrétisations qui sont les nôtres et qui sont celles aussi de l'euro digital, projet qui est mené maintenant depuis plusieurs années au sein de l'eurosystème pour continuer à offrir un billet digital et donc de la monnaie centrale à l'ensemble de l'écosystème économique, les ménages, les entreprises, au-delà des intermédiaires financiers qui, pour certains d'entre eux, les banques, ont accès directement à la monnaie centrale sous une forme scripturale. Donc, je vais pas revenir sur l'euro digital parce que c'est un peu éloigné de mes considérations quotidiennes parce que c'est un sujet qui est géré par la Direction générale des moyens de paiement qui va de la fabrication des billets, même de la papeterie associée à la fabrication des billets jusqu'à l'euro digital. C'est Éric Lécourrèges, Alexandre Stervignou, Julien Lassalle qui s'en occupent. Donc, je n'irai pas sur leur plate-bande et vous en connaissez autant, sinon plus que moi. Mais je voudrais faire un petit point de focalisation sur l'autre dimension qui nous occupe beaucoup et qui est aussi stratégique à notre sens, aussi stratégique, voire d'un point de vue de stabilité financière très critique, qui est celui de la monnaie numérique de banque centrale de gros, avec la dimension de tokenisation des actifs financiers qui commence à prendre un petit peu d'envol. On voit qu'il y a un certain nombre de bénéfices associés à la tokenisation des actifs financiers, donc l'émission de tokens représentatifs de titres financiers émis et circulant sur des blockchains. Tout de suite, s'est posé la question de très bien, on échange, mais on a besoin d'un actif de règlement. Et l'actif de règlement qu'on veut, qu'on préfère, c'est la monnaie centrale. Depuis la crise, depuis Lehman, c'est un de nos points cardinaux sur la carte de la stabilité financière que de régler et d'utiliser d'abord l'actif de règlement qui est la monnaie centrale pour éviter tout risque de règlement, tout risque de crédit par rapport à de la monnaie commerciale, bien entendu. Donc régler les grosses transactions financières en monnaie centrale, donc par exemple via Target 2 Securities, dont l'actif de règlement est la monnaie centrale, puisque tout passe sur nos livres dans les banques centrales, eh bien c'est un point important et essentiel de la stabilité financière. Eh bien, si on se projette dans un monde tokenisé, de finances tokenisées, il faut qu'on puisse offrir aussi de la monnaie numérique de banque centrale tokenisée. Et donc, c'est un projet qui nous tient à cœur à la Banque de France parce que depuis 2020, on a fait beaucoup d'expérimentations, notamment avec quelques institutions qui sont représentées ici. Et on a réussi à convaincre l'Eurosystème, nos pairs, la BCE et nos pairs qui n'étaient pas forcément très convaincus, qui étaient plutôt focalisés sur l'euro digital en disant on ne peut pas faire deux choses à la fois, d'abord euro digital et puis on verra après pour le reste, que finalement l'enjeu est important. L'enjeu il est important parce que vous avez peut-être vu l'executive order, un des premiers de Monsieur Trump, président des États-Unis, qui bannit
la monnaie numérique de banque centrale, qui promeut les stablecoins comme actif de propagation du dollar pour régler les transactions financières. Toutes choses qui promeuvent la monnaie privée par des acteurs qui sont plus, mais plutôt moins réglementés, et donc qui échappent en grande partie ou qui sont de nature à déstabiliser la stabilité financière. Nous, on a à peu près l'approche inverse, et ça me rassure d'une certaine façon, j'espère que vous aussi, qui est de dire on privilégie, certes on veut de la technologie, et certes on veut avancer avec la blockchain, la tokenisation, parce qu'il y a beaucoup de bénéfices, mais on veut que ce soit avec de la monnaie numérique de banque centrale dont on serait à l'origine. Et donc on a lancé là, et ça a été annoncé le 19 février par la BCE, le Conseil des gouverneurs, un projet qui va nous amener en 2026 à offrir de la monnaie numérique de banque centrale de gros, interbancaire, donc pour régler les transactions financières. Et puis un peu plus tard, envisager de faire en sorte que T2S, d'une certaine façon, ou en tout cas un double de T2S, de Target 2 Securities, puisse dans un monde tokenisé offrir des services de règlement-livraison, mais peut-être un peu plus encore par les possibilités offertes par la blockchain, et ce, aussi avec de la monnaie centrale, avec de la monnaie commerciale, parce que finalement, avec la blockchain, on peut faire beaucoup plus qu'avec ce qu'on fait actuellement. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut applaudir Madame Emmanuelle Assouan pour son intervention? Alors, quelques instants encore, peut-être si vous pouvez rester avec nous 1 minute. Est-ce qu'il y a des sujets à partager avec nous autour du climat? Ah oui, le climat. Le climat est... Le climat, pour nous, c'est un agenda très, très important, très critique. Ça fait partie des grandes fiertés de la Banque de France que d'avoir su promouvoir au sein de la communauté des banques centrales et des superviseurs bien ce consensus qui est celui de dire le climat, les risques associés au climat, risques de transition, risques physiques sont des chocs qui peuvent déstabiliser de façon importante la stabilité monétaire, source d'inflation, déstabiliser la croissance, déstabiliser les banques, les assurances. Et il faut qu'on en tienne compte dans les sources de risques qu'on doit surveiller au titre de nos différentes missions. Et vous savez tous en ce moment tout le backlash, on va dire le retrait, la frilosité impulsée par les États-Unis au titre d'une action pour combattre les risques climatiques. De notre côté, ça nous galvanise en fait pour redoubler d'efforts. En 2017, quand le NGFS a été créé, c'était à la suite du retrait des États-Unis de l'accord de Paris, décision de Monsieur Trump. Notre NGFS 2.0, eh bien, c'est un recommencement pour de nouveau combattre avec de nouveaux arguments, mais toujours notre ligne qui est celle de combattre et se protéger se prémunir collectivement contre les risques associés à la stabilité financière et à la politique monétaire issue du climat. Et c'est une mission qui s'élargit un peu au fur et à mesure, et on en est fiers, et moi particulièrement, notamment en considération associée à la nature, parce que la nature et le climat sont très fortement imbriqués. Si on agit sur le climat sans agir sur la nature, on sera vraisemblablement pas très efficace. Et donc, on va choisir nos combats parce que la nature est assez compliquée, complexe et très diversifiées, mais il y a des sources de risques. Je cite par exemple l'eau, qui sont absolument essentielles et dont on ne peut pas se détourner quand on est en charge de la stabilité financière et de la politique monétaire. L'eau, pour faire très très court, quand on n'a plus d'eau à bonne température suffisante dans les rivières, il n'y a plus de refroidissement des centrales nucléaires en France. Centrales nucléaires, c'est quand même notre réponse à la transition climatique, et donc si on n'est plus en mesure de faire fonctionner nos centrales, on n'est plus en mesure d'apporter les bons instruments pour répondre à notre transition énergétique. Très court, parce que j'ai été beaucoup trop longue, et c'est parfait. Mais les deux sont vraiment imbriqués, donc on ne peut pas faire l'économie de l'une pour arriver à travailler sur le climat. Un grand merci, applaudissements s'il vous plaît pour l'intervention de Madame Emmanuelle Assouan.